Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Mélanie Burnier. J'ai eu la chance de rencontrer Mélanie en début d'année lorsque je cherchais un espace de coworking. Mélanie, elle dirige les espaces de coworking The Work Hub à Vevey et à Bulle. C'est une personne qui déborde d'énergie et sa bonne humeur est contagieuse dès qu'on la côtoie. Dans cet épisode, on a pu aborder son parcours entrepreneurial, comment elle a fondé une première entreprise et aussi comment elle a vécu son départ qui a été imposé par ses associés après 7 ans. Les apprentissages de cette première expérience, comment elle a su rebondir pour créer les espaces de coworking The Work Hub, comment elle a aussi géré son aventure indépendante dans le milieu culturel, quelles sont les multiples activités qui remplissent son agenda, sa vision sur le futur du monde du travail, et on a pu terminer sur ses apprentissages et les conseils qu'elle peut donner sur la base de l'expérience qu'elle a acquise tout au long de ces années. Place à l'interview. Alors, salut Mélanie, comment vas-tu ? Salut Tony, je vais bien, et toi ? Bien, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Mélanie Burnier, je suis une entrepreneure de 44 ans qui habite à la Tour de Paix et qui est active dans la région de Vevey. J'ai plusieurs cordes à mon arc ou casquettes sur ma tête, ça dépend comment on se place. Mais mon activité principale, c'est de gérer et d'animer des espaces de coworking, 2 espaces, un à Vevey et un à Bulle. Et à côté de ça, j'ai une activité dans la culture. Je m'occupe de recherche de fonds pour le théâtre Le Reflet, qui est basé à Vevey, pour un festival de rock qui s'appelle Noxorae. Et puis, je suis aussi en train de travailler sur une scène culturelle pour l'été à Vevey. Assez occupée. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas ? Mais moi, les gens, ils savent tout sur moi parce que je parle beaucoup trop, en fait. J'ai gravi le Cervin pour mon 40e anniversaire. Félicitations. Merci. En 2020, moi j'ai fait le choix de changer d'activité professionnelle et je suis parti à la recherche de plus de sens. J'ai pu un peu étudier ton parcours et j'ai remarqué que tu avais fait des choix forts au cours de ta vie. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ton parcours ? Alors, mon parcours, il démarre assez tôt peut-être, quand j'avais 18 ans qu'il fallait choisir où aller à l'université. Il y avait à peu près rien qui me plaisait. Moi, je voulais faire du management sportif. Ça n'existait pas quand je choisissais mes études. Donc, par défaut, j'ai fait du management. Donc, j'ai fait une formation HEC. J'ai détonné un peu dans la formation HEC. Je pense que j'ai un côté beaucoup trop social par rapport à la vision qu'on a d'HEC, mais ça dérange pas. Et quand j'ai terminé HEC, j'ai fait un petit saut dans l'horlogerie avant de me lancer dans les études de marché, dans une PME familiale, on va dire. Et puis au bout de quelques années, la PME le patron de la PME ne voulant pas nous vendre son entreprise alors qu'il avait clairement l'âge de vendre, on a décidé avec 2 de mes collègues de créer notre propre société. J'avais 30 ans, toujours active dans les études de marché, principalement liée à tout ce qui est l'aviation, les aéroports. Société Mindset où j'ai travaillé dedans pendant 7 ans, et ensuite je suis partie de la société quand j'ai eu mon premier enfant. Et j'ai changé de vie, j'ai recommencé une nouvelle vie, et là je me suis intéressée au coworking. J'ai travaillé comme indépendante avec des mandats divers et variés, et puis j'ai développé cette activité de coworking qui correspond vraiment à mes valeurs, à l'échange humain et à ce partage que j'ai toujours apprécié dans mon parcours professionnel. Merci. Je reviens juste sur Mindset. Tu dis que tu as du coup quitté ta précédente expérience professionnelle pour créer cette entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment s'est déroulée la formation de cette entreprise ? La formation, donc quand on a créé l'entreprise, etc. Alors, quand on a créé l'entreprise, on avait
Alors, je vais pas dire une chance. Oui, c'est une chance. En fait, on avait des clients existants qui travaillent avec nous depuis quelques années dans notre ancienne entreprise. Et quand nous, on a créé notre propre entreprise, Mindset, en fait, ces clients nous ont suivis. Alors, effectivement, notre ancien patron n'était pas forcément hyper heureux. Mais je pense que c'est des choses qui se passent dans la vie quand on fait certains choix. Donc, la création de l'entreprise s'est passée relativement facilement. Je dirais, on a vite eu des clients qui nous faisaient confiance parce qu'ils nous connaissaient déjà, qui connaissaient ce qu'on délivrait au niveau du retour professionnel. Et puis, on a commencé avec une petite base et puis après, au fur et à mesure, on a construit sur nos qualités, sur la notoriété. Et puis, on a d'autres clients qui n'existaient pas avant, qui nous ont rejoints dans l'aventure. Pour moi, cette première expérience entrepreneuriale, elle était relativement facile parce que justement on était une société de service. Une société de service ne demande pas forcément beaucoup d'investissement au départ. Je dis d'investissement physique parce que quand on monte une industrie puis qu'il faut avoir une ligne de production où c'est beaucoup plus lourd, donc ne demandait pas forcément beaucoup d'investissement de départ à part notre temps et nos efforts. Et puis comme je le disais, on a rapidement eu des clients qui nous ont suivis. Donc j'ai jamais eu le stress de me dire on va pas réussir, comment est-ce que je vais payer mes factures à la fin du mois, ce qui est un luxe quand on entreprend. Et puis je dirais que du coup ma deuxième expérience d'entrepreneur qui est le coworking est beaucoup plus cette expérience d'entrepreneuriat pour moi parce que là ça a pris plus de temps, il a fallu développer beaucoup d'autres choses. Je suis arrivée en 2017 avec le coworking qui était quand même un concept relativement nouveau et du coup j'ai eu d'autres stress. Alors moi j'ai jamais été stressée comme personne, mais d'autres problématiques entrepreneuriales qui arrivaient à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique d'entrepreneur parce que j'ai fait quelques nuits blanches, mais pas tant que ça. Ok. Si on revient juste chez ton parcours au sein de Mindset, pour toi, quelle a été la meilleure expérience et pourquoi ? Alors pour moi, la meilleure expérience, c'est quand même d'avoir créé l'entreprise, parce que à 30 ans, on crée son entreprise, on la monte, on la développe. Et puis après, c'était l'expérience d'engager des employés. Quand je suis partie, on était, je pense, une dizaine. Donc c'est trouver les bons profils, trouver les bons employés et puis créer cet esprit d'équipe qui fait que on se serre les coudes, on travaille tous ensemble. Je revenais sur l'humain. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime l'humain. J'ai toujours travaillé avec mes employés. S'il fallait être tard avec eux pour finir un projet, on le faisait ensemble. Donc ce côté humain qui est pour moi une des plus belles expériences en fait dans la création d'entreprise, et aussi toujours dans l'humain, les relations avec les clients avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui alors que ça fait 7 ans que je travaille plus avec. Parfait. Et la pire expérience que tu as vécue au sein de Mindset, et quel est l'apprentissage que tu as pu en tirer ? Alors la pire expérience, je pense que c'est la manière dont ça s'est terminé en fait. On a eu des différends entre associés et mes associés m'ont demandé en fait de quitter l'entreprise. Alors a posteriori, avec du recul, c'est la meilleure. Je peux que les remercier parce que finalement ils m'ont un peu poussé à prendre une décision que j'aurais peut-être pas prise toute seule parce qu'elle est difficile à prendre. Et du coup, en fait, dans ma tête, je l'avais prise, mais j'ai attendu qu'ils me demandent de partir, c'était plus intéressant. Et du coup, ils ont... ça m'a beaucoup appris sur moi-même, ça m'a appris sur les gens avec qui je devais m'associer. On avait de base pas les mêmes valeurs, mais on le savait. Et on pensait que ça pouvait marcher en n'ayant pas les mêmes valeurs. Et a posteriori, je me rends compte que ça marche pas en fait. C'est que pour moi, les valeurs, la manière de voir le monde, les réflexions qu'on peut avoir, quand on dirige une entreprise, c'est très important d'être aligné là-dessus. Merci. Tu as répondu à mes 3 prochaines questions, donc je peux passer à la suite. Aujourd'hui, donc tu nous as un peu expliqué ton parcours et puis tes activités. Moi, j'ai juste noté quelque chose. Donc, tu es directrice des espaces de coworking de The Work Hub à Vevey et à Bulle.
Tu es responsable partenariat pour le théâtre Le Reflet à Vevey, coordinatrice et chercheuse de fonds pour le festival Nox Oreille, consultante indépendante, vice-présidente du Coworking Switzerland, une sportive accomplie, voyageuse, polyglotte, maman de 2 enfants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça m'arrive de me reposer. C'est assez rare, mais non, je crois que c'est assez complet. Ok. Sur ton profil LinkedIn, j'ai vu que dans la description, tu avais mis slasher, slasheuse, je sais pas si ça se dit en français. C'est un terme que j'ai rarement entendu en Suisse, beaucoup en France. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, c'est rigolo que tu aies été voir mon profil LinkedIn parce que ça fait un moment que je l'ai pas mis à jour, en fait. Donc, il est assez juste, ça me rassure. Slasheuse, c'est un terme que j'ai découvert il y a 1 année ou 2, je pense, en faisant des recherches. Et puis, il existe effectivement en France des sites. Slasher, c'est quelqu'un qui cumule, en fait, plusieurs emplois à temps partiel ou en petit pourcentage et puis qui a, du coup, plusieurs différents types d'emplois à son actif, on va dire. Dans les faits, c'est pas tout ce que je fais, c'est pas diamétralement opposé, hein. C'est quand même toujours basé sur des compétences de gestion, des compétences de communication, des compétences, principalement de gestion et de management. Dans les slashers, il y a peut-être des gens qui ont des profils beaucoup plus variés, c'est-à-dire que tout d'un coup, à 30%, je sais pas, je suis vigneronne et à 50%, je suis responsable de vente je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais effectivement, c'est cette idée de slash, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses, ce qui est pas toujours évident. Parce que il m'est eu arrivé de travailler tous les jours sur tous les projets et puis maintenant j'essaie de me structurer plus et puis je réserve des journées pour certains projets et puis après tant pis, il y a des emails, ils peuvent attendre 1 semaine avant d'être répondus mais je suis pas sur un autre projet donc j'essaie d'être plus structurée parce que sinon on se perd, hein. Merci, je trouve que c'est une très bonne description. Est-ce que tu sais comment est-ce que les gens te voient de l'extérieur ou comment est-ce qu'ils peuvent décrire ton quotidien vu qu'il y a toutes ces casquettes? Alors je sais pas exactement comment les gens peuvent décrire mon quotidien, mais l'autre soir on avait le repas ou l'apéro de fin d'année avec l'équipe du théâtre et le directeur technique. En fait, il me dit non mais tu fais quoi ça? Tu vas le faire à 12:15 ou à 3h du matin? Puis en fait c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait une image de moi qui avait multiples casquettes, projets en train de courir dans tous les sens, que moi j'ai pas forcément en fait. Donc comment les gens me voient, un peu toujours stressée parce que je cours. J'aime pas dire que je suis stressée parce qu'en fait je crois que ça me correspond à mon caractère. J'ai toujours fait beaucoup de choses quand j'étais petite et que j'étais à l'école, genre quand j'avais 13 ans, je crois que je faisais 8 activités sportives dans la semaine. C'est pas mes parents qui m'ont poussé à le faire, c'est clairement moi qui le voulais et ça me correspond en fait. Donc j'ai un peu appris à me poser, mais c'est pas toujours évident. Donc je crois qu'on me voit un petit peu comme, je pense qu'on peut nommer hyperactive. Tu es la directrice de 2 espaces de coworking, donc à Vevey et à Bulle, avec The Work Hub. J'aimerais juste te demander quelle est ta vision sur le mode de travail de demain? Une bonne question. Alors clairement, on a ce qu'on vient de vivre sur la dernière année a accéléré les réflexions sur le mode de travail, sur comment est-ce qu'on peut fonctionner. Moi, j'ai toujours eu une vision, mais elle date un peu, hein, ça fait déjà quelques années, de se dire on n'a pas besoin d'être physiquement présent toujours au bureau, surtout aujourd'hui dans cette logique où on fait beaucoup de déplacements de flux en fait, la logique des flux, hein, si on regarde le flux des pendulaires, je prends l'exemple du canton de Vaud, hein, c'est où on est basé, mais le flux Lausanne-Genève, Genève-Lausanne, Yverdon, Lausanne, il est énorme, et puis en fait en changeant nos modes de travail et en travaillant plus proche de son domicile, de temps à autre, ben on va pouvoir réduire ses flux. Donc, ça a aussi un impact positif sur l'environnement. Et nous, bien évidemment, en tant que coworking et avec ma casquette de Coworking Switzerland, on souhaite développer que les gens aient travaillé proche de chez eux, mais plutôt dans un espace de coworking que tout seul à la maison.
parce que ça permet un meilleur équilibre. On peut séparer la vie privée de la vie professionnelle. On se retrouve dans un endroit où on a de l'interaction sociale. On s'est rendu compte sur la dernière année que c'est ce qui manque le plus, c'est cette interaction sociale. Et puis, ça c'est le petit bonus, c'est que généralement dans un espace de coworking, on a peut-être une chaise ergonomique, on n'a pas trop mal aux fesses à la fin de la journée. C'est quand même un peu plus prévu pour le travail que sa chaise de cuisine, voire son lit dans certains cas. Donc le futur pour moi, un mix entre, bien évidemment on parle du secteur tertiaire, on va jamais pouvoir délocaliser un employé d'une chaîne de production, hein, c'est compliqué, mais dans le secteur tertiaire, dans le secteur où on a besoin globalement d'un ordinateur et de son cerveau pour travailler, j'imagine un modèle où 3-2, où on est 3 jours par semaine à la maison mère, au bureau avec des collègues, et 2 jours par semaine dans un autre lieu qu'on peut appeler un tiers-lieu, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en France, un tiers-lieu, que ce soit la maison, que ce soit un hôtel, que ce soit le train, ce soit le bord du lac, ou un espace de coworking, un 3e lieu pour travailler, qui a ses avantages. Tu as mentionné que le Covid a accéléré ces réflexions, plus spécifiquement au coworking à Vevey et à Bulle. Est-ce que ça a impacté tes activités ? Alors, nous, on a été impactés positivement. On a de la chance, on va pas dire qu'on est les gagnants de la crise, mais on a été impactés positivement. J'arrive pas trop à déterminer si c'est... À Vevey, on a déménagé, en fait. Juste en plein mois de mars 2020, on a changé de locaux. On est allé dans un lieu qui était plus grand, qui avait plus d'espace. Donc ça a impacté positivement les gens qui sont revenus. Donc nous, on a été impactés positivement avec une clientèle plus large, plus grande. On n'a pas encore retrouvé les coworkers qui viennent typiquement comme alternative au home office. On en a relativement peu encore. Vraiment qui viennent d'entreprises et qui se disent mais la maison j'en peux plus, je veux venir dans un home office. Ça commence gentiment, je pense que là après une année, on a aimé le télétravail au début, là on commence à se dire qu'il y a des côtés sympas mais qu'il y a des côtés où on n'en peut plus. Par contre au niveau suisse, il y a d'autres espaces qui ont été beaucoup plus impactés. Il y a des espaces qui ont beaucoup plus dans leur business model. Ils se basent sur des locations de salles pour des réunions ou des locations d'espace pour faire des events. Et puis eux, ils ont été beaucoup plus impactés que nous qui nous concentrons vraiment sur l'espace de travail, la communauté, les échanges. Donc voilà, nous, on peut pas faire une généralité sur le coworking en Suisse, mais ça dépend vraiment de la typologie des espaces. Mais pour The Work Hub, effectivement, c'est plutôt un trend positif qu'on espère qu'il va continuer cet automne. Merci. Tu as mentionné que tu avais plusieurs casquettes, que tu as entrepris pas mal de choses. Ces choix d'entreprendre, pour toi, ça t'a apporté... Quel a été le plus gros avantage pour toi, ou le plus gros bénéfice que tu as pu en tirer ? Alors, premièrement, j'ai une satisfaction quand même personnelle. Ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on met en place, ça se développe. Quand on a la main mise, c'est moi qui décide au final. Que ça m'a apporté, c'est de la qualité de vie. Parce que je fais aussi un choix de dire j'aime mieux moins travailler, quitte à avoir moins à la fin du mois, mais du coup j'ai du temps pour moi, je peux aller me promener. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on a démarré notre entreprise Mindset et que j'avais 30 ans, dès le début, moi j'ai dit à mes associés, moi je veux travailler 4 jours par semaine. Donc dans les faits, je travaillais sur papier à 80%. En réalité, j'étais à 150% sur 4 jours. Mais j'avais vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de mes employés, un jour de congé qui était normal. Et ce jour, je l'utilisais, alors moi je suis une grande skieuse, donc l'hiver je l'utilisais pour aller au ski. J'avais la chance d'avoir un jour qui était flexible, donc je le choisissais en fonction de la météo et de la tombée de neige. Donc j'ai fait quelques belles saisons de ski. Bien évidemment, s'il y avait trop de travail, j'abandonnais ma journée de ski pour bosser. Hein, on est d'accord, on s'adapte aussi en fonction. Mais vraiment, clairement, la qualité de vie, de pouvoir choisir comment on s'organise. Alors des fois, on court beaucoup quand même, mais on arrive tout d'un coup à se prendre un après-midi ou une journée ou 2 jours pour aller
Alors moi, c'est vrai que je suis beaucoup en montagne, en nature, pour faire des choses pour soi qu'on n'aurait pas pu faire dans le sein d'une entreprise normale. Là. Et pour toi, est-ce qu'il y a des inconvénients et si oui, lesquels? J'en vois pas trop en fait. Alors les inconvénients, il y a quand même. Alors, faut pas se leurrer. Hein, on vit dans une société où à un moment donné, on a certaines contraintes qui sont un peu financières à la fin du mois. Hein. On doit payer son loyer, son assurance maladie, etc. Je pense que ça c'est une contrainte principale, mais elle est pas insurmontable parce que je reviens sur les logiques de choix de vie. On peut décider de réduire son train de vie, on peut décider de vivre avec moins, et puis ça nous permet justement de gagner en qualité de vie. Je dirais que c'est une des rares contraintes. Puis après, la problématique de l'indépendant, souvent, c'est que si on est en train de produire pour un mandat, pour un client, on n'a pas forcément le temps de prospecter ou de poser les bases de vente. Puis du coup, on se retrouve un peu dans un décalage. C'est-à-dire que j'ai signé 3 contrats et je fonctionne bien et je suis à plein et je bosse. Puis quand ces 3 contrats se terminent, j'ai plus rien parce que j'ai pas eu le temps de faire mon pipe de vente. Et ça, pour moi, c'est une des plus grandes problématiques de l'indépendant. Moi, j'ai eu de la chance dans mon parcours professionnel parce que ça tombait toujours. J'ai toujours ce qui devait tomber, qui tombait à peu près au bon moment, sans forcément avoir besoin de prospecter à fond. En tout cas, dans mon travail d'indépendant maintenant, c'était différent chez Mindset. Mais Mindset, on était une équipe, donc on avait quelqu'un qui s'occupait clairement du canal de vente, de développer la relation client, les ventes, et une équipe qui faisait la production. Quand on est seul, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que du coup, quel temps on alloue à quoi et comment on fait pour pas se retrouver tout d'un coup, on a un client qui nous lâche et en fait, on n'a plus rien dans le pipe parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc ça, pour moi, c'est un des plus grands challenges. Ok. Avant, tu as dit que tu as fait très peu de nuits blanches pendant ta carrière, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche quand même de dormir sainement, je dirais? Non. J'ai la chance d'être une bonne dormeuse. J'ai toujours été une bonne dormeuse. J'ai eu 2-3 fois effectivement des nuits blanches pour des soucis de projet avec des deadlines où on n'arrivait pas à tenir les deadlines, avec quelques problèmes. Typiquement quand les relations avec mes ex-associés se sont un peu, comment on va dire, elles sont un petit peu parties en divergence. Ça m'a empêché de dormir. C'était le côté humain qui m'empêchait de dormir. Mais sinon, non, globalement, je peux bien dormir. Hein. Parfait. Ce qui est une chance, parce qu'en fait, si on dort pas bien, ensuite on est fatigué et du coup, on n'arrive plus à garder le rythme. Donc, c'est aussi hyper important de prendre du temps pour se reposer, de savoir dire stop aussi. Ça, je reviens sur un petit conseil de nouveau, hein, c'est que tout d'un coup, on a des mandats qui tombent, puis on n'ose plus dire non, parce que on se dit il faut prendre le travail là quand il est là. Mais il faut aussi se préserver, parce que si on se préserve pas, au bout d'un moment, la qualité du travail qu'on fournit, elle va être moins bonne, le client va être moins content, donc il vaut mieux arriver à temporiser. Mais c'est dur quand on démarre, parce qu'on se dit mais je peux pas dire non à un client. Donc il faut trouver le bon équilibre. Merci. Est-ce que tu as déjà pensé à revenir dans un parcours ou dans une carrière qui est dite plus standard? Alors, je me fais la réflexion des fois et je me dis que si je devais revenir, ce serait très 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 compliqué. Donc, je vais tout faire pour pas avoir besoin parce que je me verrais pas aujourd'hui réintégrer une entreprise, un poste. Alors, oui, quand je lis les annonces, moi je suis abonnée au Temps, au journal papier, le vendredi, il y a les petites annonces d'emploi, puis j'aime bien lire les annonces. Et puis, il y a des postes où des fois je me dis « Ah, mais ça m'intéresserait ». Des postes de responsable, manager, dans certains domaines un peu plus peut-être dans le côté social. Puis au final, je me dis, mais je crois pas que j'aurais envie. Donc des fois, ça titille. Est-ce que ça titille aussi par un peu ce côté égo, hein? Est-ce que je serais encore capable? Est-ce qu'on voudrait de moi? Voilà, ce côté un peu, est-ce que j'ai le profil pour? Mais au final, entre ce que je gagne versus ce que je perds, je pense que ça me titille pas très longtemps. Parfait, merci. Du coup, là, je vais passer un peu dans une autre section.
est-ce que si on prend toute ta carrière, aujourd'hui, est-ce que tu as vécu un échec qui t'a plus marqué que des petites frustrations ou autres? Alors pour moi, l'échec, c'est quand même d'avoir dû quitter Mindset d'une manière qui n'était pas forcément comme j'aurais souhaité le faire. Hein. C'est d'avoir eu cette divergence d'opinions qui ont fait que nos chemins se sont séparés. C'est quand même un échec parce que ça peut arriver qu'on ait des divergences d'opinions, mais la manière dont ça s'est passé, où on n'était plus arrivé forcément à communiquer entre nous, elle m'a affectée, clairement. Du coup, c'est le même qu'on a déjà cité, donc les apprentissages, tu les as déjà. Je les ai déjà dit, j'ai pas d'autres. J'arrive pas à. Et je pense que c'est une qualité de ne pas voir les échecs comme une finalité, du coup, et de les voir plus comme des apprentissages. Et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à remonter. À voir les échecs. Voilà. Mais... Pour moi, effectivement, c'est ce qu'on apprend, puis c'est de pouvoir rebondir. Donc. Des problèmes à gérer, des choses où il a fallu... Oui, j'en ai sûrement eu, mais alors ils partent un peu dans le fond de ma mémoire, ils font partie de l'apprentissage, exactement comme tu dis, Tony. Parfait. Du coup, à l'inverse, si on prend tout ce que tu as fait, quelle est ta plus grande fierté et pourquoi? Que ce soit professionnel ou plus large dans ta vie. C'est mes enfants, non? C'est la réponse bateau. Mais non, j'aime pas dire une seule fierté. En fait, pour moi, c'est un tout. Moi, je suis hyper contente de mon parcours, de ma vie. Effectivement, je dis la fierté des enfants, bien sûr. J'ai de magnifiques enfants. Ils ont 6 et 8 ans. Ils sont incroyables. Normal, c'est mes enfants. Mais non, ils apportent beaucoup. Ils ont une réflexion. Ils sont... Puis j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Donc c'est aussi ce qu'on peut leur transmettre. Puis je reviens sur l'histoire des valeurs. C'est les valeurs qu'on peut leur transmettre et qui font qu'ils peuvent grandir. Donc finalement, c'est cette transmission. Peut-être sur la fierté, c'est ça. C'est peut-être pouvoir transmettre alors aux enfants ou aux coworkers ou à mon entourage certaines valeurs. Et puis j'ai cette chance aussi d'avoir cette positive attitude qui permet d'avancer dans la vie de manière... relativement confiante. Parfait. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans. Alors, quand j'avais 20 ans, qu'est-ce que je faisais? J'étais aux études. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à moi-même? De refaire pareil, en fait. J'ai assez peu de regrets. Et je pense que c'est aussi parce que je suis dans une logique de philosophie de vie qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Non, c'est des regrets que des remords. Non, je sais plus dans quel sens ça va, mais globalement, il faut faire les choses. Et puis, soit ça se passe pas. Et j'ai un peu cette logique pas fataliste, mais les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. Ça se passe pas tout seul. Il faut planter des graines, il faut les arroser. Il faut pas croire qu'en attendant, en faisant rien, ça va grandir, mais profiter de la vie. Je dirais dit à mes 20 ans, je me serais auto-conseillé de profiter de la vie. Et à l'inverse, dans 10 ans, Mélanie, elle fera quoi? Elle sera où? Alors, si Mélanie, elle savait, c'est qu'elle aurait une boule de cristal, puis elle changerait de métier, mais je deviendrais voyante. Mélanie, dans 10 ans, elle sera peut-être encore dans le coworking. Certainement, si ça continue de marcher, parce que j'aime ce contact humain, j'aime ces échanges, j'aime cette richesse d'échanges. Ou dans 10 ans, elle sera partie voyager une année avec ses enfants. Dans 10 ans, ils auront plus envie de voyager avec moi, en fait. Mais je serais peut-être partie et revenue. Toujours cette envie du lien, des gens, des échanges. Moi, j'espère qu'on sera pas dans une société qui se sera trop digitalisée. J'espère qu'on gardera ce côté humain. J'ai l'impression qu'on y revient un peu, mais voilà. Donc, dans 10 ans, sur mon vélo, sur mes skis, au bureau, un mélange toujours d'activités qui donne la patate. Je pense que c'est ce qui te décrit le mieux, en tout cas. On passe à la dernière partie du podcast.
Là, c'est plus des questions conseils où tu pourras donner des réponses plus courtes si tu le veux. Est-ce que tu as des routines quotidiennes ou hebdomadaires que tu répètes continuellement? Alors moi, ma routine, c'est que... Alors, j'ai pas de routine de je me lève, je fais ci, etc. Mais une des manières qui me permet de me structurer, j'ai un petit carnet que j'ai d'ailleurs fait pour tous les coworkers, il faut que j'en imprime parce qu'il n'y en a plus, où j'ai ma semaine qui est séparée en jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et en fait, je répartis mes tâches ma to-do list, en fait, au lieu d'être une énorme to-do list, elle est structurée par jour, voire par semaine, parce que je la fais quelques semaines en avance. Et du coup, ça me permet de structurer mon esprit. Alors après, j'essaye de pas trop en mettre par jour pour arriver à la fin de ma to-do list de la journée, parce que c'est toujours un peu embêtant de la passer au jour d'après. Ça m'arrive assez régulièrement quand même. Donc ma routine, c'est un petit peu cette to-do list qui me permet aussi de me vider la tête, parce que j'ai quelque chose sur papier. Alors, je sais que ça existe maintenant sur ordinateur, etc. Mais moi, je suis très encore papier-crayon. J'ai cette liste. Et en fait, le matin, je me lève, je regarde, je dis, OK, aujourd'hui, j'ai prévu de faire ça, ça, ça. Et en fait, ça permet de vider le cerveau. Comme ça, en fait, c'est posé quelque part. Et puis, ça reste. Ce qui me fait rebondir sur une fait que dans les fois où j'ai pu avoir des nuits blanches, j'avais un petit carnet avec un crayon à côté de mon lit. Et elle est très connue, celle-là. Et en fait, je pouvais écrire tout ce qui me tracassait, ce qui permettait après de me rendormir sans avoir peur d'oublier le lendemain matin ce qui m'avait tracassé pendant la nuit. Parfait, merci. Pour toi, c'est quoi la réussite? Ah, ça, c'est une grande question. Moi, je pense que c'est d'être bien avec soi-même. D'être bien avec soi-même dans ce qu'on a fait. C'est pas forcément, pour moi, il n'y a pas une logique de reconnaissance des gens, il n'y a pas une logique de financière. Alors, bien sûr, ça aide, hein. Si on est reconnu et riche, ce sera plus facile que si on rame dans son coin. Mais je pense que c'est d'être bien avec soi-même et avec ses choix. Et en fait, la réussite, pour moi, elle est personnelle et il y a la vision des autres, elle fait plaisir, mais c'est pas ça qui devrait nous driver. Parfait. Est-ce que tu as des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré tout au long de ton parcours? Comme ça, pas. J'ai pas j'ai pas le poster de je ne sais pas qui dans ma chambre, clairement pas. Je pense que j'ai eu la chance d'être inspirée quand même par ma maman. J'ai une maman qui a eu un parcours professionnel, une carrière professionnelle dans les années 80, ce qui n'était pas forcément logique pour une femme, hein. On en revient sur certains vieux clichés. Ma maman, elle a fait de la politique et puis du coup alors on dit toujours que la pomme elle tombe pas loin du pommier, donc effectivement hier soir j'étais à une soirée, on était les deux à la même soirée, puis les gens ils disent toujours mais c'est telle mère telle fille, on se ressemble beaucoup, on rigole pareil, etc. Donc je pense que clairement c'est pas qu'elle m'a inspirée ou je me suis dit je veux faire comme ma maman, mais tout ce qu'elle m'a enseigné, le cadre que ma maman et mes parents ont mis autour de moi, ont fait que ça m'a permis d'évoluer. Et je reviens là-dessus parce que je dis toujours j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont offert des études. Quand j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais posé la question, des parents qui n'ont jamais fait de différence. Alors je reviens un petit peu parce qu'on est un peu dans cette mouvance. En plus, lundi, c'est la grève des femmes. Moi, j'ai des parents qui ont jamais... J'ai un grand frère. J'ai des parents qui ont jamais fait de différence parce que j'étais une fille ou que c'était un garçon, qui m'ont jamais mis de barrière parce que j'étais une fille. Moi, ça m'a jamais... Ça me parle pas du tout, en fait. Ce truc, quand on est une fille, on peut pas faire la même chose. Parce qu'en fait, on me l'a jamais enseigné ou éduqué, inculqué. J'ai toujours pu faire ce que j'avais envie dans un cadre bienveillant. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante à mes parents. Parce qu'ils ont toujours été en support. Quand j'ai décidé de vouloir... quand à 17 ans, je suis arrivée à la maison et j'ai dit « Papa, maman, dites oui ». Ils m'ont dit « Mais oui, pourquoi ?» J'ai dit « D'abord, vous dites oui, ensuite, je vous explique. » Et en fait, je leur ai dit « Mais en fait, je veux partir en Australie. Il y a un échange 2 mois en Australie, je veux y aller. Vous avez dit oui, c'est bon, on y va. » Donc, ils ont toujours été en soutien avec les projets, des fois un peu fous que j'avais. Et puis, le fait que, à un moment donné... Ils avaient eu les moyens de pouvoir m'offrir des études où moi j'avais pas besoin d'aller forcément faire des petits boulots à côté, genre j'en ai quand même fait mais qui me permettaient de financer des voyages. Pour moi c'est aussi
le plus grand apport qu'on peut avoir en tant que parent, c'est de pouvoir accompagner ses enfants pour leur donner un cadre bienveillant qui font qu'après, ils se débrouillent dans la vie. Hein. Merci. Est-ce que tu as un livre ou un film à recommander? Ça, c'est la question piège. Alors, je suis pas alors, je suis une grande lectrice, mais en fait, j'en lis tellement que que j'ai pas forcément de recommandations. Alors, Je peux en donner plusieurs. Hein, si je peux en donner ça plusieurs, t'arrange. ouais, mais j'ai pas de. On revient sur le livre fétiche, mais non, j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé. Là, il me vient, d'un coup, il m'a traversé l'esprit, c'est que ça doit être le bon. Il y a un livre qui s'appelle Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, je crois que c'est le nom d'auteur. C'est une histoire de. Ça se passe dans l'Amérique du début du XXe siècle et ça parle de l'immigration italienne à New York et on suit le parcours d'un enfant qui se fait éduquer par sa mère qui était une mère célibataire, qui grandit dans cet environnement où il y a la mafia, pas la mafia, puis il est toujours un peu on the edge et on sait jamais s'il va basculer du côté de la mafia ou s'il va rester du côté entre guillemets des gentils. Et puis on suit le parcours de ce gamin, c'est hyper bien écrit, on se prend d'amitié pour cet enfant, on a envie de connaître son histoire et puis il a un parcours assez extraordinaire. Et puis ouais, moi c'est un bouquin que j'aime beaucoup, Le Gang des rêves. Merci. Est-ce que tu as une citation? Ah, je pense que le Carpe Diem, du coup je rebondis sur le film du Cercle des poètes disparus me correspond assez bien. Merci. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Alors le message pour moi, je reviens à ce que je disais, c'est il faut avoir ses rêves, il faut y croire, il faut se donner la chance ou les moyens de le faire, dans la mesure de ses possibilités. Puis il faut être clair avec soi-même. Il faut avoir envie de faire ce qu'on fait et savoir pourquoi on le fait. Des fois, c'est inné au fond de soi. On n'a pas besoin de faire des monstres schémas de pourquoi je le fais, etc. Et d'être aligné avec ses valeurs. Je trouve que c'est un beau message. Est-ce que tu as une question ou plusieurs que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que j'ai pas posé? Moi, j'aurais aimé des questions que tu me poses pas. Non, j'aime bien comment tu as tourné cette interview parce que c'est intéressant. Et en fait, tu me poses plein de questions que je me suis jamais posées. Donc et je pense que mes réponses qui sont spontanées sont justes sur le fait de ce en quoi je crois. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui avance et qui réfléchit pas forcément à 8 millions de pourquoi. Et je pense que le pourquoi il est au fond, il se passe quelque part, mais il découle assez naturellement. Donc est-ce que tu as oublié de me poser une question? Non. D'accord, alors maintenant, vu que ça fait un peu plus d'une demi-heure que moi je te pose des questions, est-ce que tu veux me poser une question à moi? Et ben Tony, pourquoi as-tu choisi de devenir entrepreneur? Alors, aujourd'hui, je me décris pas comme entrepreneur, mais comme indépendant, je dirais, dans le sens où j'ai l'impression que j'entreprends pas grand-chose pour l'instant. Je fais plutôt des mandats pour des clients. Alors, je comprends ta logique et comment tu fais la différence entre entrepreneur et indépendant. Pour moi, quelqu'un qui se lance, c'est quand même un entrepreneur. C'est-à-dire que, oui, t'es indépendant, tu fais des clients dans le domaine que tu maîtrises, et puis effectivement, on a, dans notre imaginaire collectif, cette logique de se dire, si je suis entrepreneur, c'est que je crée tout d'un coup quelque chose de grand, avec une vision, une mission, un projet, et puis mon but, c'est, je sais pas, d'arroser la planète de bonne humeur. Allez, ce sera simple comme ça. Et puis, c'est vrai qu'on se dit indépendant, je comprends dans ta tête la différence. Mais pour moi, de se mettre à son compte, de devoir trouver des clients, etc., ça reste quand même une logique d'entrepreneur. Même si c'est pas, et je reviens sur les valeurs, même si c'est pas pour en créer une multinationale. Mais c'est vrai qu'on peut avoir c'est comme, qu'est-ce qu'une start-up, quoi. Là, on peut avoir un vaste débat aussi là-dessus. Ok, alors, je reprends ta question. Je me suis lancé parce que je n'étais plus aligné avec les valeurs de mon ancienne entreprise
et aussi parce que j'ai eu la chance, tout au long de mes études, donc j'ai fait 10 ans après l'école obligatoire en Suisse, et pendant toutes ces années, j'ai toujours fait des petits boulots à côté pour me payer mes sorties, mes voyages, mes vacances, un peu comme toi. Et vu que j'étais dans le domaine de l'informatique, je me suis dit que c'était un bon domaine pour faire ces petits boulots. Donc, en fait, je me suis lancé aujourd'hui, enfin en 2021, mais je pense que j'ai déjà fait à peu près la même chose pendant, je dirais pas 10 ans, mais pendant beaucoup de temps, dans un laps de 10 ans, quand j'étais étudiant. Et ça m'a permis, en fait, de savoir déjà démarcher des clients, de savoir écrire un devis, de savoir rencontrer quelqu'un et échanger avec lui, essayer de comprendre un besoin. Et tout ça, ça m'a aidé autant au niveau des études, autant au niveau de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé avant. Et je pense que ça m'aide aussi aujourd'hui. Et je pense que c'était une suite logique dans ma carrière à moi d'essayer. Je suis pas convaincu que je vais le faire pour toujours, mais je trouve que c'est un passage que j'étais obligé de faire pour moi. Et comme tu disais avant, je pense que si je le faisais pas aujourd'hui, j'allais le regretter plus tard. Et là, même si ça marche pas, je saurais que c'est pas pour moi ou que ça va pas marcher, mais j'aurais pas de regret là-dessus. Parce que je sais déjà que je l'ai testé et que c'est peut-être pas pour moi, ou bien que je l'ai testé et que c'est pour moi. Donc je pense que c'est un peu tout ce mélange de choses qui font que aujourd'hui je me suis lancé en tant qu'indépendant, peut-être plus tard dans la description de ce que c'est l'entrepreneuriat. Oui. Mais c'est un peu toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, je me sens bien dans mes choix et que j'ai fait ces choix-là. Excellent. Et qu'est-ce que tu vois? Quel est ton plus grand challenge de ces prochains mois? Alors c'est un peu compliqué parce que, un peu comme toi, j'ai eu beaucoup de chance au moment de me lancer. C'est qu'au moment où j'ai quitté mon ancienne entreprise, je l'ai quitté sans parachute. Donc je savais pas qu'est-ce que j'allais faire à la fin du temps de... Je sais pas comment on appelle ça, mais le temps que je devais laisser à l'entreprise pour partir. Et en fait, pendant ce laps de temps, j'ai un petit peu cherché d'autres casquettes que je pourrais avoir au sein d'autres entreprises. Et en fait, on m'a fait une proposition pour faire de la sous-traitance pour une agence de développement à Lausanne. Et du coup, mes premiers mandats sont tombés un peu comme ça, sans que j'aie beaucoup cherché. Et aujourd'hui, c'est un peu le bouche à oreille, les recommandations qui font que j'ai largement assez de travail et j'ai pas à me plaindre là-dessus. Je pense que je dois vraiment faire attention, comme tu disais avant, sur cette pipeline de démarchage de prospects, d'entretenir une relation avec des potentiels clients et après de leur offrir des solutions qui pourraient convenir à leurs besoins pour pouvoir trouver des partenariats et travailler avec eux. Je pense que ça va être mon plus gros challenge sur cette année, de garder une certaine régularité au niveau des clients ou des prospects ou des partenaires que je vais réussir à avoir. Ouais, c'est maintenir le réseau. Il n'est pas toujours évident. Et puis, il est pas toujours facile parce que on doit comme je dis, on doit toujours se réinventer. J'ai quelqu'un que je connais qui a des gros clients, etc. Et en fait, chaque fois que tout d'un coup il perd un client, il se dit « Ah mince, faut que je fasse de la prospection ». Et droit derrière, il rappelle son réseau pour faire de la prospection. Parce qu'en fait, tant qu'il est en production, ça va bien. Puis tout d'un coup, alors que ça devrait être beaucoup plus lissé, mais c'est pas évident de le faire. Parce qu'il faut, tout d'un coup, on vient sur le petit carnet des choses à faire, c'est de se dire, ok, une demi-journée par semaine, je le dédie à maintenir le réseau, entretenir les clients, envoyer des messages, voilà. Et tout ça, c'est compliqué. Merci du conseil, en tout cas. Mais de rien. Dernière question. Est-ce que vous pourrais me conseiller quelqu'un pour un prochain interview? Et pourquoi? Alors, moi, je vais te conseiller un ami à moi qui s'appelle Laurent, qui a un parcours un
intéressant. Pour l'instant, il est directeur de vente et marketing d'une start-up. Je sais pas si c'est encore considéré comme une start-up, mais je pense que ça pourrait être quelqu'un d'intéressant avec qui discuter. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé dans mon premier job d'études de marché chez Paul Robert, dont c'est l'entreprise. On a partagé des bons moments et c'est un peu mon business. On parlait de mentor. C'est pas mon mentor, mais généralement 2-3 fois par année on s'appelle et on parle business et on échange, et c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger sur les notions d'entrepreneuriat et de travail. Merci. Du coup, je te demanderai ses contacts après. Oui. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, donc que ce soit en ligne, via les réseaux ou sur un site internet? Alors moi, on me retrouve au Workup, à Vevey, en vrai. Je suis pas forcément très active sur les réseaux sociaux en tant que personne. Alors oui, sur LinkedIn. Mon profil, donc Mélanie Burnier. Sur les autres réseaux sociaux, plutôt sous The Workup, où j'ai pas tellement le choix, parce que de nos jours, on est obligé un peu d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc sur les sites Instagram et Facebook, et aussi LinkedIn de The Work Hub, vous voyez un petit peu ce qui se passe, ce qu'on met en place au niveau de la communauté. On est d'ailleurs très content que Tony fasse partie de notre communauté, donc on parle de ce qui se passe au coworking, on présente les activités qu'on fait, parce qu'ici on est là pour travailler, mais on est aussi là pour s'amuser. Par exemple, je profite de faire un peu de pub. Hier à midi, on a eu un spectacle de théâtre dans la cafétéria du Workup pour les coworkers. Question de passer une pause de midi culturelle qui nous a tous vidé le cerveau. Voilà, donc mais les réseaux sociaux vous pouvez, mais venez boire un café au Workup, c'est quand même bien plus sympathique. Je te remercie. Merci pour l'accueil au The Workup. Merci pour ta bonne humeur et ton franc-parler. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Moi aussi. Plein succès à toi, Tony. Merci. Et bonne journée. À toi aussi. Je te remercie si tu es resté jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux m'aider en parlant autour de toi, en t'abonnant sur ta plateforme de podcast et en mettant une note sur Apple Podcast. Je te remercie et à bientôt pour un nouvel épisode.